Ah Bonjour et oui, bonsoir à tout le monde. Je suis heureuse d'introduire ce phosphore et, euh, et de revoir plein de visages connus euh, et des visages moins connus. Donc, pour un phosphore alchimique. Voilà, donc je pense que vous êtes tous euh, peut-être déjà dans les starting blocks pour décrypter tout ça. En fait, en tout cas, j'ai échangé tout à l'heure avec Charlotte et qui va vous inviter pendant à peu près 1 heure et demie, 1 heure, 2 heures, à décrypter le mystère. Alors, les vôtres, ceux de vos clients et dans l'alchimie, il y a la transformation du plomb en l'or. Mais Charlotte, elle dit ça beaucoup mieux que moi. Et je lui laisserai la parole, pas sans vous remercier pour votre présence, pour votre intérêt. Donc, les phosphores, c'est un rendez-vous très régulier chez International Mosaïque. Le prochain sera animé par Florence L'Oncle le 6 octobre sur Cheminer plus loin avec le personnage symbolique. Ça va vous replonger pour ceux qui ont fait mosaïque dans vos fondamentaux. Et je sais que pour certains, ça date déjà. Voir tout ce qu'on peut faire avec le personnage symbolique. Et je voudrais aussi profiter de cette occasion pour vous annoncer nos masterclass qui sont une jolie occasion de supervision didactique chez International Mosaïque avec des thématiques variées autour de Milton Erickson, autour du symbolique et des 4 saisons et de l'ajustement de créateur. Donc, je vous invite à regarder le programme. Alors là, vous êtes là pour Charlotte. Je dis aussi un bonsoir ou bonjour spécial à Daniel d'Harmonie qui a pu nous joindre des comtés lointains. oui, bonsoir. Je ne sais pas si on m'entend bien. Tu m'entends? On t'entend très très bien, Dani. Voilà. Merci beaucoup. Je n'étais pas sûre de me connecter, mais je voulais encourager Charlotte qui a fait un super bouquin qui sortira en janvier. Ce sera un des événements de 2022. Donc, bonsoir à toutes et profitez bien de cette alchimie de la soirée déjà. C'est ça. Donc, Charlotte qui est devenue coach parce que c'est venu chez elle, hein, enfin vers elle plutôt que d'elle. Donc, qui accompagne, qui fait des conférences. Moi, j'ai eu la chance d'assister il y a quelques années à une conférence sur la crise et la chrysalide. Et donc, nous sommes très heureux d'accueillir ce soir donc Charlotte pour ce phosphore alchimiste. Et peut-être, Charlotte, je te laisse en dire un peu plus. Je fais un petit teaser sur le décryptage du mystère. Donc, je laisse prendre la suite pour en dire un peu plus et après lancer les échanges parce que le phosphore, c'est aussi pour phosphorer. Merci beaucoup, Michaela, et merci beaucoup, Daniel. Je me sens très honorée et je suis très heureuse en fait, de partager mes découvertes avec vous ce soir, qui sont, on va dire, la résultante d'une trentaine d'années de recherche tous azimuts aux 4 coins du monde et puis en moi-même aussi. Et donc, je vais partager avec vous ce soir hein, ce que j'ai découvert qui m'anime vraiment au cœur, dans les tripes, et qui est la substantifique moelle donc, de ces recherches, et qui consiste à transformer le plomb en or. Alors, c'est allégorique, mais en fait, il s'agit d'une vraie méthodologie pragmatique pour notre vie de tous les jours. C'est l'allégorie de, en fait, à travers ce qui nous ennuie, on va identifier des ressources, des vraies pépites pour soi qui vont contribuer, pour ne pas dire nous propulser vraiment sur notre chemin d'accomplissement. Et donc, l'idée générale, va être vraiment de voir que ce qui nous pose problème, ce qui nous révolte, ce qui nous attriste, ce qui nous révulse, c'est un indice vraiment de notre pleine puissance, de notre domaine d'excellence, de plaisir, là où on va être doué, là où on aura l'abondance.
C'est ce que disent les textes anciens si je l'interprète à ma sauce. Alors, en tant que coach, on pourrait le traduire par les reflets systémiques difficiles à vivre que nos clients rencontrent ou que soi-même on rencontre en tant que coach. Ben, c'est des vraies opportunités de métamorphose, de changement de niveau 2, hein, de transformation bénéfique. Et donc, l'intention ce soir, c'est vous inviter à voir autrement ce qui vous plombe le plus. On va voir vos merdes hein, comme un terreau qui est un fertilisant pour les plantes. Et puis, je suis assez émue. Alors, il est vrai que je l'ai choisi, mais je suis assez émue que ça se passe en ce jour du 21 septembre, parce que ça symbolise hein, cet équinoxe, le mariage de la lumière et de l'ombre qui sont à parité. Et on le verra, c'est un symbole aussi de l'alchimie qu'on a à faire, du yin et du yang, de nos polarités féminines et masculines. Alors, juste un petit préliminaire avant que je vous raconte comment va se dérouler la soirée. C'est enregistré, ça sera sur la chaîne YouTube de Mosaïque. Donc, si jamais vous n'avez pas envie de paraître à l'écran, je vous invite à fermer votre caméra pour l'instant. Voilà, donc juste pour que vous soyez au courant de ça. Et puis, j'avais aussi un petit conseil de Daniel qui disait on est dans des cases carrées, là, sur des cases un peu yang dans cette réunion Zoom. Donc, n'hésitez pas à bouger, à vous lever. On peut écouter d'une autre manière aussi, si vous en avez envie. Voilà, donc pendant cette soirée, elle va se dérouler en 3 temps. Je vais vous raconter qui je suis et comment j'en suis arrivée là, dans mon histoire personnelle, mais ça sera assez court. Je vais aussi, dans un deuxième temps, vous présenter cette philosophie qui est une vraie pratique de vie concrète que j'ai puisée dans les sagesses anciennes. Alors, les sagesses anciennes, c'est le taoïsme essentiellement, c'est la kabbale, c'est les sagesses amérindiennes, c'est les mythes grecs, enfin, c'est tout un tas de philosophies que je suis allée explorer. Et aussi, je vous parlerai un petit peu de physique quantique, parce que de façon assez surprenante et en même temps très logique, la science moderne, elle semble corroborer ce que disaient les sagesses anciennes il y a déjà des millénaires. Et puis, dans un troisième temps, pour celles et ceux d'entre vous qui le veulent, ben, je vous ferai goûter à cette approche d'une manière concrète, donc avec des travaux en sous-groupe. Voilà, donc j'estime que les 2 premières parties vont prendre à peu près 1 heure et que les travaux en sous-groupe et les échanges, on fera des échanges préalablement, ça prendra aussi une petite heure. Voilà. Alors, qui je suis, Michaela l'a dit un petit peu en partie, j'ai l'impression que ce qui me caractérise, c'est le décryptage des mystères. D'ailleurs, je suis allée au bout, hein, je suis allée au bout du monde, je suis allée en Chine pour comprendre le langage des Chinois, j'ai fait les langues orientales. Mais les mystères, c'est aussi les mystères de l'univers, c'est comment ça fonctionne. Et puis, c'est aussi les mystères des gens, des personnes. Qu'est-ce qui se cache comme mystère derrière chaque univers, derrière chaque personne? Donc, c'est la découverte de l'âme humaine. Voilà, c'est un peu ce qui m'anime. Et puis, je dirais surtout, ce qui a été un des points de départ dans ma vie, c'était de comprendre le sens de la vie, qui est un mystère en soi. Et le sens de la mienne, qui était aussi un mystère, parce que je trouvais que la vie n'avait pas de sens et que la mienne n'en avait pas non plus. Très petite, hein, je vous dis ça, j'avais peut-être une dizaine d'années. Et puis un jour, je me suis dit, mais quand j'observais tous les drames, toutes les choses difficiles, douloureuses que les gens ressentaient ou vivaient, je me disais, c'est quand même fou, la vie n'a pas de sens, mais peut-être que comme la vie, il doit y avoir une utilité à vivre, ben, et que c'est les épreuves en fait qui viennent, qui font que la vie n'a pas de sens, mais peut-être que la clé réside dans le sens de nos épreuves. Et donc, est-ce que ce seraient les épreuves qui donneraient un sens à la vie? Donc me voilà partie, tous azimuts, hein, je vous l'ai dit jusqu'en Chine, mais tous les stages, séminaires de développement personnel, d'introspection en psy, vous pouvez imaginer. J'ai vraiment exploré beaucoup de choses, mais il m'en reste encore tellement à découvrir. Que voilà, le voyage n'est pas encore fini, mais j'ai découvert une pépite et c'est ça que j'ai envie que vous partagez. Et la pépite, à cette question, en fait, en investiguant dans ma propre profondeur, j'avais compris en fait le pourquoi de mon mal-être. Donc c'était une première étape, mais j'étais encore frustrée parce que j'avais pas encore compris le pourquoi. En fait, à quoi ça sert hein, de vivre toutes ces épreuves. Et puis, il y a eu un événement dans ma vie que je ne vais pas décrire ici en détail, mais qui a été cataclysmique, puisqu'il s'agissait d'une tentative d'assassinat à mon encontre, une double tentative d'assassinat.
qui m'a propulsée sur des chemins incroyables, vraiment bénéfiques pour moi. Et là, j'ai commencé à me dire, tiens, il semble que nos épreuves créent des bifurcations profitables. J'en avais un peu l'intuition, mais là, j'ai vraiment expérimenté dans mes tripes, dans mon cœur, dans mon corps. Et j'ai perçu, en fait, que j'avais été confrontée à la mort pour comprendre le sens de ma vie, et que le sens de ma vie, c'était d'accompagner les autres à trouver le sens de la leur. C'est un effet miroir, là, qui était rigolo. Et ce qui a été intéressant et ce qui m'a mené au coaching, alors que je ne voulais pas, je n'imaginais pas que je pourrais être coach. À cette époque-là, je travaillais dans une entreprise internationale dans le domaine du développement durable. Et en parallèle, parce que j'ai toujours eu deux jambes, en parallèle, j'étais acupunctrice. La sinologie, ça m'avait amené à ça et je trouvais que cette approche était super intéressante parce qu'elle allait voir au-delà du symptôme d'une maladie, mais chercher la cause profonde, énergétique, voire émotionnelle qui présidait à l'ancrage de maladies ou de problématiques dans notre vie. Et donc, au fur et à mesure, j'ai conçu quelque chose et puis j'en ai fait un livre qui retrace en fait tous les événements de ma vie difficiles qui ont généré quelque chose de particulièrement chouette. Et donc, j'ai fait un livre qui s'appelle L'effet chrysalide. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que j'ai osé un jour faire une petite soirée dédicace. Et cette soirée dédicace a généré une espèce de feu incroyable auquel je ne m'attendais absolument pas. Et j'en ai fait d'autres conférences derrière. Et à chaque fois, des gens venaient me voir en me disant c'est intéressant ce que vous partagez. Est-ce que vous proposez des accompagnements pour accompagner à décrypter le sens de ce qui nous embête, pour y voir vraiment le sens de notre vie? C'était ce que je partageais. Et là, je disais, mais non, moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne veux pas accompagner, je ne suis pas coach. Puis les demandes étant insistantes, finalement, je me suis dit, et si j'osais? Donc, j'ai eu l'audace de répondre favorablement à cette sollicitation d'accompagnement. Et puis, comme je voyais que ça plaisait, que j'avais des bons retours, que le bouche à oreille, que ça marchait, et que j'avais de plus en plus de personnes qui voulaient venir, à ce moment-là, j'ai fait les formations chez International Mosaïque. Donc, c'est assez récent, en fait, puisque ma première formation, elle date de 2017. Avant, j'accompagnais, mais de façon autodidacte, et Mosaïque m'a vraiment permis de structurer l'approche du coaching, ce qui était en soi, je dirais, une manière de détoxifier mon rapport au yang. C'est peut-être un peu abscon ce que je vous dis pour l'instant, mais le fait d'avoir un cadre, quelque part, c'est une autorité, l'autorité du coach, le cadre dans lequel elle exerce. Donc, ça a été un ingrédient pour moi pour me dire OK au monde institutionnel. Voilà. Et puis, alors, de façon anecdotique, ou pas, mon mémoire du master, c'était comment on peut identifier le côté lumineux du reflet systémique chez nos clients. Et donc, je vais vous raconter un peu tout ça ce soir. Et donc, cette approche, ce que j'ai vu, puisque la grande majorité des gens aujourd'hui qui me sollicitent, c'est des accompagnants, alors pas forcément des coachs, mais c'est des thérapeutes, c'est même des médecins, c'est beaucoup de coachs, mais disons que c'est des personnes qui accompagnent et qui ont envie de rajouter cette fibre-là dans leur palette. Voilà, je vais juste conclure cet aspect de ma présentation pour vous parler du mot Wei Qi. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un mot chinois qui veut dire crise. Et en fait, c'est la contraction de deux mots. Wei Xian, qui veut dire danger, et Tie Hui, qui veut dire opportunité. Et la contraction Wei Xian, c'est dans le danger, il y a une opportunité. C'est vraiment la signification intrinsèque du mot crise. C'est comme si la crise crée des aiguillages qui seraient faits exprès pour nous. Alors, je vais partager un instant mon écran pour vous proposer un petit instant introspectif. Alors, si je peux bouger ça. Voilà. Je vais vous laisser découvrir cette citation magnifique de Carl Gustav Jung, qui en fait décrit la substantifique moelle de mon approche, ou du moins l'essence. Les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations
expérimenter un autre chemin de vie. Donc, je vais vous proposer un petit instant, là, juste 2-3 minutes, pour vous-même, d'essayer de... Bon, je suis sûre que vous ferez plus qu'essayer, vous trouverez, dans un sens ou dans l'autre, de voir si soit une crise, quelque chose de délicat, de difficile, voire de carrément douloureux que vous avez vécu, de voir les conséquences directes et indirectes que ça a pu avoir dans votre vie. Vous pouvez aussi prendre dans l'autre sens quelque chose de particulièrement bénéfique, de joyeux, de vraiment, oui, très heureux que vous avez vécu. Si vous remontez en arrière, où est-ce que ça a pris racine? Donc, vous choisissez, hein, vous pouvez faire les deux, un truc douloureux qui a généré quelque chose de chouette, de vraiment bon pour vous, ou un truc bon, d'où ça prend racine, dans quelle racine nauséabonde ça a pu germer. Donc, je vous laisse peut-être une petite minute introspective, et si vous en avez envie, vous pouvez le mettre dans le chat pour partager si ça vient spontanément. Donc, je fais silence un petit moment pour vous laisser réfléchir. Donc, si vous en avez envie, partagez dans le chat. Peut-être que vous avez envie de garder ça pour vous. Mais ce que je vous propose, mettez au moins, oui, vous avez trouvé l'or dans le plomb, vous avez vu que du plomb était à l'origine de l'or. Un petit mot si ça fait sens pour vous, soit que vous l'avez vu pour vous, soit que vous l'avez observé chez d'autres, en particulier chez vos clients. Bon, pendant que je vous laisse participer si vous en avez envie. Donc, il y en a au moins 2 qui ont trouvé de l'or dans du plomb. Super. Dans les 2 sens. Super. Bon, donc partagez si vous voulez. Je vais continuer pendant ce temps. Donc, l'idée, c'est, en fait, c'est un peu l'adage, un mal pour un bien, quelque part. Hein. Du bon peut naître du bon peut naître depuis nos épreuves. Et là, ce que je vais vous proposer, c'est d'aller un cran plus loin. C'est-à-dire, c'est de considérer qu'il y a un moyen à l'avance de décoder ce bon qui nous arrive à partir de ce qui nous embête le plus. En fait, là, je vais commencer à parler un peu de philosophie, parce que l'idée, ça va être de voir nos épreuves au sens initiatique, c'est-à-dire génératrice de transformation. On peut dire aussi au sens, l'épreuve en sens sportif, c'est-à-dire quelque chose qui nous permet de nous dépasser pour aller au meilleur de nous-mêmes, pour utiliser au maximum nos potentialités. Et puis, moi qui aime bien les jeux de mots, hein, qui est la langue de l'alchimiste, les épreuves, on peut les voir dans tous les sens, y compris au sens photographique. Et donc, c'est quoi l'épreuve photographique? C'est que, du moins du temps des appareils photo argentiques, c'est que l'épreuve est un révélateur. Si on fait un zoom sur le négatif, on peut en déceler l'image positive. Et donc, on peut décoder, décrypter à l'avance le sens de nos épreuves pour nous propulser sans attendre que ça vienne tout seul. On peut accompagner, hein, sans que ce soit forcément des workshops, mais identifier le sens de notre vie, le sens de ce qui va nous mettre vraiment dans notre pleine puissance avec ce décryptage-là. Alors, avant d'aller un peu plus en avant là-dessus, que je vous dise que, pour être tout à fait honnête avec vous, ce que j'ai puisé dans les sagesses anciennes, ça fait appel à quelque chose de l'ordre de la transcendance et de la spiritualité. Et c'est l'essence sur laquelle cette approche a été bâtie. Pendant longtemps, pour moi, ça a été un dilemme dans le monde du coaching, parce que, et ça correspondait à une de mes blessures d'ailleurs, hein, parce qu'il y avait d'un côté le monde institutionnel, le monde cartésien, le monde pragmatique, on va dire, pour faire court, hein, le monde yang, le monde du masculin. Et puis, de l'autre, j'ai tellement investigué des trucs incroyables, complètement ésotériques, barrés. Je ne veux pas vous raconter tout ce que j'ai fait, mais ça va des cérémonies chamaniques aux régressions dans les vies antérieures. J'ai cherché tellement à comprendre le sens de la vie que j'ai fait des trucs un peu considérés comme perchés pour certains. Et il y avait une cloison entre les deux. C'est-à-dire que dans le groupe industriel où il y avait des ingénieurs du nucléaire qui bossaient, je n'allais pas leur raconter que je faisais des cérémonies chamaniques.
ça vraiment, j'aurais été un peu décrédibilisée. Et puis, dans le monde du développement personnel, hein, de la spiritualité, j'avais un peu honte de raconter que je travaillais dans un monde d'ingénieurs du nucléaire. Et donc, ça a été longtemps une souffrance pour moi, un handicap. Et puis, un jour, j'ai vu que, en fait, ça pouvait être un atout, que je connaissais les deux mondes et que je pouvais mettre un peu de yin dans le yang et un peu de yang dans le yin, hein, sur mon yin, on va dire, de l'introspection. Mais ça n'a pas été facile et je remercie ici solennellement ma superviseure, Danielle Darmini, qui m'a aidé à dépasser ce dilemme, d'autant que dans le coaching professionnel, il y a un seuil, je ne sais pas si vous voyez, pour ceux qui sont de International Mosaic, il y a dans la salle Europe, là, il y a un espèce de 8 avec, au-dessus, c'est le monde du coaching et en dessous, c'est le monde de la thérapie et le coach ne va pas dans le monde de la thérapie. Donc, j'étais en dilemme par rapport à ça, puisque l'approche que j'ai bâtie et que je vais vous présenter, elle nécessite d'aller dans les ombres, c'est-à-dire d'aller dans nos profondeurs, c'est-à-dire d'aller cueillir des blessures. Il se trouve qu'on n'y reste pas. Ce n'est pas de la thérapie, on ne va pas y rester, mais on s'en sert comme tremplin. Et donc, ça m'a aidé, ça m'a vraiment aidé à assumer pleinement qui j'étais, c'est-à-dire ces deux facettes de moi, pour associer quelque chose du monde du sensible. Je vois faire du « et » hein, dans le chat, le monde du sensible et le monde de la matière. Et c'est ça, cette approche alchimique. C'est l'âme qui agit dans la matière, hein, avec la langue des oiseaux, l'âme agit dans la matière. Donc, voilà, j'ai osé, on va dire, ajouter ça dans ma palette et puis l'annoncer en vrai coming out, de dire que oui, dans ma pratique du coaching, j'ose aller non seulement dans des approches qui peuvent être un peu ésotériques et en plus qui font appel à de l'émotionnel profond. Et donc maintenant, je l'assume. Néanmoins, vous, là où vous en êtes, là où ce qui vous correspond, on peut tout ce que je vous racontais là, on peut le vivre et le pratiquer avec plusieurs niveaux de lecture, d'une façon très pratico-pratique et puis d'une façon un peu plus sensible. Donc, vous ferez ce que vous voulez. Je dois dire aussi, pour corroborer, et depuis que j'ai osé faire du « et » en moi, entre ce monde sensible et ce monde institutionnel, pragmatique, j'ai observé, et j'ai eu moi-même des deux mondes, j'ai observé un vrai mouvement. Alors, ça a correspondu avec la crise du Covid. Et j'ai senti, je ne sais pas si de votre côté vous l'avez senti aussi, mais j'ai senti un vrai mouvement, une vraie transformation dans les demandes des entreprises et dans les demandes des clients vers quelque chose qui a plus de sens. Et quelque chose qui a plus de sens, c'est aussi quelque chose qui est plus dans le domaine du sensible. Hein, c'est cette quête du monde du sensible. Voilà, j'ai même eu une entreprise, hein, je disais ça en anecdote l'autre jour, aussitôt après que j'ai vraiment osé ça, il y a une entreprise qui m'a sollicité pour me demander de les accompagner en tant qu'entreprise spirituelle. Dans le monde institutionnel, une entreprise publique, je suis tombée de ma chaise, c'était leur demande, aidez-nous à nous transformer en entreprise spirituelle. Donc il y a quand même un mouvement, et si ça vous correspond, voilà, ça permet d'avoir l'audace de sortir cette facette de nous, ça correspond à un vrai mouvement de l'émergence du yin. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Donc, je vais vous parler un petit peu de philosophie rapidement, juste pour vous dire que ce n'est pas sorti du chapeau, que c'est vraiment issu de la mayonnaise des différentes sagesses que j'ai explorées. Alors, l'alchimie, ma pratique, ça s'appelle comme le coaching alchimique. On est dans un phosphore alchimique. Et donc, résumer l'alchimie en 4 minutes, c'est un peu le temps, c'est vraiment une gageure, parce qu'il y a plein de choses à dire. Mais disons que peut-être certains d'entre vous savent que la philosophie des alchimistes, on pourrait la synthétiser dans une célèbre formule qui est vitriol. Alors, vitriol, tout de suite, ça fait un truc horrible dans l'inconscient collectif. Mais en fait, le vitriol, c'est les initiales d'une formule latine qui veut dire Visita interia, j'arrive même pas à le prononcer, visita interiorem terrae, rectificando, invenies opera lapidem. C'est-à-dire, pour ceux qui n'auraient pas fait de latin ou pour qui ce serait très loin, visite l'intérieur de la terre et en distillant ou en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée, occultum lapidem. C'est-à-dire la pierre philosophale, celle
qui transforme le plomb en or. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Descend, visite l'intérieur de la Terre. De façon allégorique, la Terre, c'est le corps, c'est le temple intérieur. Et donc, c'est va voir ce qu'il y a dans ton corps, dans l'ombre de toi-même. Et si tu extrais le pur de l'impur, tu y trouveras de l'or, ton essence. C'est vraiment ça le cœur du secret, c'est dans ce qui fait poids à l'intérieur de toi, en distillant, en raffinant, tu pourras alléger et rendre lumineux. En fait, il s'agit de transformer et de purifier son monde intérieur. Et si on fait ça, à travers nos ombres, à travers nos petits ennuis, on trouvera notre nature profonde, notre véritable personnalité, en fait. Et comme on le verra un peu tout à l'heure, le plus profond de soi, ça peut être aussi vu comme étant infiniment petit. C'est les cellules de notre corps, dans lesquelles ont pu s'être imprimées des énergies un peu disharmonieuses qui correspondent possiblement, entre autres, à des blessures d'enfance qui pèsent. Et on verra ça tout à l'heure. Et donc, si on transforme notre microcosme, en transformant ce qui nous plombe en trésor, en or même, en transformant notre microcosme, c'est ce que disent les alchimistes, et on verra, c'est ce que disent beaucoup d'autres sagesses, on transformera notre macrocosme, c'est-à-dire on transformera notre rapport au monde, la vision qu'on a du monde, et donc ça s'en ressentira dans notre vie personnelle et même dans le monde entier et dans l'univers. Donc c'est pas neutre, et ça indique que pour être en harmonie avec les autres et le monde, c'est un peu ce que disait Gandhi quelque part, soit le changement que tu voudrais voir dans le monde. Donc voilà, très rapidement, pour les principes fondamentaux de l'alchimie. On descend en soi, on transforme ce qui nous plombe et on en fait un trésor. Et le trésor, c'est soi. C'est vraiment notre lumière. On retrouve cette idée-là dans un certain nombre de mythes et de légendes, et qui est repris de façon allégorique chez Mosaïque avec le voyage du héros. L'or, en fait, il est dans la terre, dans la grotte. Si vous vous souvenez, Indiana Jones, puis pas mal de films, et puis pas mal de mythes. Et dans les mythes, en fait, et dans les légendes, si j'avais en faire la substantifique moelle, il y a un cataclysme, il y a un monstre, il y a un Dark Vador, il y a un méchant. Et ce méchant permet à quelqu'un de partir à l'aventure. Et dans cette aventure, où il affronte le monstre, ou le problème, en fait, en même temps, il dénoue ses petits démons intérieurs. En fait, c'est l'allégorie du monstre extérieur, c'est l'allégorie de nos démons intérieurs. Et si on fait ça, on trouve l'or, au fond de la grotte, c'est vraiment une belle métaphore, mais on trouve aussi l'amour. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Et quelquefois, ça passe par un endormissement, comme Blanche-Neige, ou comme La Belle au bois dormant, ou comme La Belle et la Bête. C'est l'amour qui réveille, qui est révélé après la traversée des ombres. C'est aussi le mythe de Psyché. Psyché, alors, c'est dans la mythologie grecque, c'est Psyché qui a donné âme, et aussi papillon, et aussi miroir. Donc c'est un mythe hyper intéressant, le mythe de Psyché. Je vous invite à aller voir si vous aimez les reflets systémiques et les miroirs et les chemins initiatiques. Psyché, elle était très belle et elle avait des ailes dans le dos pour la caractériser. Et elle va épreuve sur épreuve les plus épouvantables les unes que les autres, et puis elle finit par mourir. Et en fait, ce qui la réveille, c'est Cupidon, le dieu de l'amour. Et donc, une des significations possibles, en tout cas c'est mon interprétation à moi, c'est qu'au fur et à mesure qu'on traverse nos épreuves, on meurt à soi-même pour aller vers du nouveau, et ce nouveau correspond allégoriquement à l'amour, c'est-à-dire l'amour de soi, ou la lumière, révéler sa propre lumière. Voilà pour vraiment une grande synthèse des mythes et des légendes. Je fais court parce que je voudrais vous laisser du temps pour vraiment goûter tout à l'heure à cette approche et répondre à vos questions. Maintenant, quelques mots sur le taoïsme. Parce que c'est, on va dire, le pilier central de ce qui m'a mené ici. Si j'avais à résumer le taoïsme en une phrase, j'utiliserai une citation en fait de quelqu'un qui est admirable,
qui est un jésuite qui s'appelle Pierre Teilhard du Chardin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce personnage. Je vous invite vraiment à lire ses travaux, c'est assez phénoménal. Et il a dit une phrase que vous connaissez peut-être, c'est l'humain. Nous ne sommes pas des êtres humains en quête de spiritualité. Nous sommes des êtres spirituels en quête d'une aventure humaine. Et ça résume assez bien le taoïsme et qui est confirmé en regardant un instant avec la physique quantique. Ça veut dire quoi? Si on prend les bases du taoïsme, en fait, à l'origine de toute chose, il y a un grand vide. Ça s'appelle le wuti. Et ce vide-là, en fait, il est plein de toutes les potentialités. Et ce vide-là, dans lequel il y a une conscience, eh bien, cette conscience, elle cherche, qu'on peut appeler lumière hein, dans d'autres civilisations, ou Dieu, ou qui vous voudrez, l'infini, cherche à s'expérimenter pour se connaître. Et comment fait-elle, cette conscience cosmique, pour s'expérimenter, pour se connaître? On trouve ça dans la Kabbale. Eh bien, elle va se comprendre par son inverse, littéralement. Et donc, la lumière, pour s'expérimenter par son inverse, eh ben, elle va se comprendre par la matière. Lumière, matière, esprit, matière. Et plus généralement, par la dualité. Pour se comprendre, on a besoin de passer par l'inverse. Donc, si je suis lumière, je dois passer par la matière pour me comprendre vraiment. Et l'inverse de la lumière, c'est aussi l'ombre. L'ombre, c'est à la fois ce qui ne se voit pas, mais c'est aussi, c'est pas génial, hein, c'est justement nos petits démons intérieurs et nos blessures. Et c'est symboliquement, et c'est là où il y a l'aspect photographique de l'épreuve, et c'est aussi d'ailleurs l'allégorie dans la Bible de Dieu qui envoie Satan à Job pour éprouver sa foi. Pour comprendre la lumière, eh bien, il faut passer par l'ombre. Pour comprendre le blanc, il faut passer par le noir. S'il n'y a pas de contraste blanc-noir, on ne peut pas savoir que quelque chose est blanc parce que tout est blanc. Donc, on ne peut pas savoir vraiment que c'est blanc. Et puis, on peut après aller plus loin, c'est-à-dire pour expérimenter la liberté, il faut passer par la privation de liberté. Il faut vraiment, pour la savourer, il faut en avoir été privé. En fait, pour savourer quelque chose, on ne peut pas le faire si on n'en a pas été privé. On pourrait dire aussi pour le vouloir, pour se mettre en quête de quelque chose qui correspond à ce qui nous anime, il faut en avoir été privé aussi, sinon le désir n'est pas ardent. Donc, pour trouver sa vérité, il faut d'abord passer par du mensonge ou par quelque chose qui n'est pas sa vérité. Et de la même manière, on pourrait s'amuser en disant, pour aller exploiter notre pleine puissance, il faut être confronté à l'inverse, c'est-à-dire avoir été empêché par quelque chose qui pourrait s'apparenter à de l'abus de pouvoir. L'abus d'harmonie, enfin plutôt l'harmonie, pour vraiment goûter, connaître et comprendre l'harmonie, il faut passer par l'abus d'harmonie. Et d'une manière symbolique, dans le Tao, pour comprendre ce qu'est le féminin sacré, pour le connaître, pour se mettre en quête du féminin, il faut qu'il y ait du masculin, du yang en excès. C'est un peu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui de manière métaphorique de plein de manières. Mais disons que dans le taoïsme, la lumière elle-même, elle va se polariser en deux énergies opposées et complémentaires. On les appelle duels. Ces énergies, c'est le yin et le yang. On retrouve ça, on le verra tout à l'heure, je passerai peut-être un petit peu vite, mais dans la physique quantique. Il y a deux énergies qui créent un champ, comme en électricité, qui crée un champ électromagnétique et qui fait que ça devient de matière. Et c'est d'ailleurs la formule de Einstein, E égale mc. Il faut de l'énergie pour faire de la matière. Et quand on fissure la matière, ça libère une quantité phénoménale d'énergie. Et matière et énergie, on peut le voir aussi comme yin et yang. Donc, dans le cosmos, dans tout, sur Terre, tout est composé d'énergie yin et yang. Et que pour retrouver l'harmonie, notre harmonie, il est nécessaire d'harmoniser ces polarités. C'est la voie du juste milieu, telle que l'appellent les taoïstes, qu'on peut voir avec la langue des oiseaux de plein de manières différentes. La voie du juste milieu, c'est notre juste voie. C'est un entre deux.
on est libéré dans les extrêmes, mais la voie du juste milieu, c'est aussi en nous. Notre milieu à nous, c'est-à-dire notre centre, notre cœur. Et dans le taoïsme, il est dit que l'enfant à naître va choisir ses parents pour accomplir son mandat céleste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je considère, un peu comme le dit Pierre Teilhard du Chardin, que je suis une parcelle de cette lumière qui vient s'incarner sur Terre pour me connaître, pour expérimenter quelque chose, eh bien, il va falloir que je passe par son contraire. C'est-à-dire que dès le moule familial, je passe par quelque chose qui est en opposition littérale avec ce que je suis venue accomplir. Par exemple, si je suis venue pour œuvrer à la notion de libération, de liberté, il faut que je sois passée avant par un prisme d'enfermement ou en tout cas de privation de liberté. Et c'est ça qui va me donner l'envie, l'énergie d'aller chercher la liberté. Et la liberté, on peut l'exprimer de plein de manières différentes. Certains vont le faire comme un général de Gaulle, d'autres comme des avocats, d'autres comme des coachs. Il y a plein de manières d'œuvrer la notion de liberté. Ça va appartenir à chacun. Mais en gros, le préalable pour accomplir sa destinée, c'est de passer par un moule inverse. C'est ça le moule photographique, en fait. Si j'utilisais un exemple photographique, c'est que si j'ai souffert du froid dans mon enfance, parce que j'ai choisi ça dans mon désir d'incarnation pour m'expérimenter, si je suis passée par une souffrance en lien avec le froid, spontanément, je vais me mettre en quête de chaleur. C'est un peu basique. J'ai tellement froid que je me mets en quête de chaleur. Donc, ça génère des quêtes. Et en cherchant de la chaleur, je vais finir par aussi avoir une certaine habileté à le trouver, à le donner aux autres, ou je vais avoir à cœur de faire goûter aux autres le côté génial du chaud. Et je vais aussi développer une expertise du froid. Parce que le froid, on le reverra un peu tout à l'heure, mais le froid, ce n'est pas mauvais en soi. On a besoin de froid sur la planète. Mais il se trouve que je l'ai polarisé négativement, mais que je peux avoir une véritable expertise, puisque j'en ai souffert, j'ai été familiarisée avec ça, j'ai une véritable expertise du froid. Et donc, mon but dans la vie, ça va être de marier le chaud et le froid, symboliquement, le yin et le yang, d'une façon harmonieuse et détoxifiée, c'est-à-dire utiliser la noblesse du chaud et non pas son côté dangereux, et la noblesse du froid et non pas son côté dangereux, et marier tout ça. Alors à la place de chaud-froid, vous mettez abandon, oubli, mensonge, trahison, dévalorisation, abus de pouvoir, féminin bafoué, tout ce que vous voulez. Et je passe donc par ce prisme dans mon enfance qui va générer des quêtes et des talents. C'est comme si, en fait, en réaction à nos souffrances d'enfants choisis, naissaient de façon plus ou moins consciente des besoins, des envies, des motivations, ce que j'appelle des moteurs, ce qui nous meut, et des talents, avec d'une part l'opposé de ce qui a occasionné la douleur, mais aussi l'inversion positive de la douleur. Voilà la manière dont on peut appréhender nos épreuves initiales au sens photographique. Et qu'est-ce qui va se passer si on n'est pas déjà dans notre juste voie? Ce qui est super chouette, c'est qu'on va avoir des alliés qui vont nous prévenir. Et en général, ils ne le font pas avec une petite caresse dans le dos. Ils nous font plutôt des crocs en jambes pour nous dire « Coucou ma cocotte, coucou mon coco, tu n'es pas exactement là où tu as décidé d'être, et donc je t'y pousse. » Parfois, on entend le message, parfois, on ne l'entend pas. Ça me fait penser à cette phrase de la Bible qui est un passage qui m'a toujours presque scandalisée, ou plutôt étonnée. C'est quand il y a Dieu qui punit Ève en lui disant « tu enfanteras dans la douleur », qui correspond à une réalité, on va dire physique, si vous avez eu des enfants. Mais en fait, moi qui ai un toc d'inversion, je l'ai lu autrement, cette phrase, et je l'ai lu « dans la douleur, tu enfanteras ». C'est-à-dire, dans la souffrance,
tu créeras, tu te créeras, tu enfanteras de ta création, c'est-à-dire tu créeras ta vie, ce que tu es venu accomplir, à créer dans la matière. Et donc, si on n'est pas dans notre juste voie, il va se passer des événements compliqués qui vont nous avertir. Et c'est le sens des épreuves. Et c'est le sens aussi, quelque part, de cette prière Ho'oponopono, si vous la connaissez, qui est une tradition amérindienne de Hawaï. Cette tribu, ils considèrent que s'il y a un problème à l'extérieur de soi, c'est le reflet d'un problème à l'intérieur de soi. Vous vous souvenez, en alchimie, microcosme, macrocosme sont un reflet, en miroir. Et donc, s'il y a un sacré cornichon qui nous embête, ou une cornichonne, ou une situation compliquée, ils vont y voir une opportunité d'y voir un souci analogue à l'intérieur d'eux pour grandir en conscience, pour se développer. D'où la fameuse prière que vous connaissez peut-être. On s'adresse au problème en disant « Je suis désolée, je vous demande pardon, je vous remercie et je vous aime, car vous me donnez l'opportunité par vos agissements de comprendre ce que j'ai comme ombre à l'intérieur de moi pour la pacifier et pour grandir et pour aller vers la lumière. » Et quelque part, c'est un peu comme ça qu'on pourrait voir les reflets systémiques en tant que coach. C'est-à-dire quand on a un client qui vient nous voir, c'est quoi le défi, c'est quoi le problème, et est-ce que ça a un air de déjà vu? C'est un arrière-goût de quelque chose que je connais déjà. Bien souvent, nos blessures d'enfants, si on ne les a pas transmutées, apaisées, accueillies et transformées, eh bien, elles reviennent nous visiter d'une manière allégorique, analogique, d'une manière ou d'une autre. Et si jamais on était déjà sur ce qu'on pense être notre voie, ou là où on croit être, ça vient peut-être nous dire qu'il y a quelque chose à ajuster ou qu'il est temps de passer à une autre étape. Parce que tous les bugs, tous les dysfonctionnements, tout ce qui nous tourmente, tout ce qui nous irrite, tout ce qui nous afflige, ce n'est pas là pour nous embêter, c'est là pour nous inviter à comprendre ce qu'on a comme blessure à l'intérieur de toi et qui demande d'être transformé dans sa version lumineuse. Je fais un petit détour maintenant par la physique quantique parce que pour moi, ça a été très éclairant. Et puis, c'est une manière symbolique aussi de faire du « et » entre la science et les sagesses anciennes ou les spiritualités du monde. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais moi, quand j'ai compris, grâce à des gens super intelligents, ce que c'est que la physique quantique, des gens super intelligents, c'est-à-dire qui savent décrypter le super complexe pour en faire quelque chose de simple, parce que je n'ai pas été directement voir le truc d'Einstein et de Planck et tout ça. J'ai pris des intermédiaires pour comprendre qui ont traduit dans un langage accessible ce qui fait que cette science qui a maintenant un peu plus d'un siècle. La physique quantique dit quoi? Elle dit que, en fait, tout est énergie. La matière, à 99,999%, c'est du vide. En fait, on est du vide. C'est un truc de dingue quand on y pense. On est du vide. Il paraît qu'on pourrait mettre le monde et l'humanité dans un dé à coudre si on regarde que ce qui est de l'ordre de l'atome, c'est-à-dire de la matière. Tout le reste, c'est du vide. Et en fait, parallèle avec le taoïsme, ce n'est pas du vide, c'est de l'énergie. Et cette énergie, elle s'identifie par des fréquences spécifiques. Par exemple, la couleur jaune a sa fréquence. La note sol a sa fréquence. Une pierre a sa fréquence. Et un humain a sa fréquence. Et à l'intérieur de l'humain, il y a plusieurs fréquences qui jouent. Et chose particulière, contrairement au monde du réel, dans l'infiniment petit, parce que la physique quantique, c'est le monde de l'infiniment petit, dans le monde de l'infiniment petit, des fréquences similaires s'attirent. Des fréquences similaires s'attirent à elles. En fait, ça fonctionne comme une antenne radio. Et donc, si par exemple je vibre 105.5 à l'intérieur de moi, je vais attirer France Info, comme une antenne. C'est d'ailleurs un peu le principe de la radio. Mais si à l'intérieur de moi, je vibre colère, parce que j'ai une frustration, je vais attirer dans mon monde, à l'extérieur de moi, l'équivalent. Des gens qui sont en conflit, des gens qui sont en colère, des gens qui sont divisés, qui tapent dessus, etc. Ou moi-même, des occasions d'être en colère, ou des gens qui sont en colère contre moi. Parce que si je rayonne colère, forcément, ça va attirer l'équivalent
Ou on peut le dire autrement, je vais voir la vie sous le prisme de cette vibration-là qui est en moi. Et donc, j'aurais tendance à voir de la colère peut-être là où il n'y en a pas. Ce qui revient à peu près au même, puisque c'est ce qui fait dire à tous ces scientifiques, alors je ne vais pas tous vous les énumérer, mais nous créons la réalité qui advient par les vibrations qui sont à l'intérieur de nous. Et donc, si j'ai une vibration de trahison, de mensonge, d'abandon, ben, je vais vibrer ça. Et si je ne transmute pas dans ces versions lumineuses cette vibration-là, si je ne la nettoie pas, je vais vibrer la notion de trahison, de mensonge, etc., associée à quelque chose de désagréable. D'où les reflets systémiques, d'où les répétitions, encore et encore. Si j'ai associé l'amour à la division, bah, je vais avoir dans mon monde personnel et dans le monde entier un regard sur l'amour qui est associé à la notion de division, de conflit ou de disharmonie. Mais ça, ce n'est pas pour nous embêter, c'est mieux pour nous rappeler qu'on a cette blessure en nous qui convient de transmuter. Voilà. Et quand on mouline tout ça, eh ben, j'ai structuré cette approche que je vais vous montrer maintenant des slides. Et après, on passera à un moment de questions. J'ai structuré tout ça pour aider, en fait, ce que je ne savais pas, hein, parce que moi, ça a été vraiment de la sérendipité. Hein, je ne savais pas du tout que j'allais faire ça, comme l'a dit tout à l'heure, je vous l'ai dit, je ne pensais pas du tout que je serais coach, mais du coup, c'est devenu un véritable outil possible pour tout accompagnant, ou pour soi-même, évidemment. Hein. C'est comment, maintenant, je vais savoir comment identifier une blessure pour en faire de l'or. Donc, je vais vous montrer ça visuellement. Où est-ce qu'elle est, ma diapo? Je la vois plus. Ah si, elle est là. Hop. Donc, avant de vous montrer la méthodologie et sa structure, petit clin d'œil, parce que j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé que c'était une sublime métaphore. Je ne sais pas si vous connaissez l'art japonais du kintsugi, qui consiste à partir d'une porcelaine cassée, de la réparer avec de l'or. Et ça sublime, non seulement ça sublime l'objet, mais en plus ça le rend plus fort. Je trouvais que la métaphore était assez jolie. Et puis je vais faire une petite pause aussi silente pour vous laisser découvrir quelques citations parmi les mentors qui ont été sur mon chemin et que j'ai agrégé pour en faire cette approche. Donc l'idée phare, c'est que la quête de lumière passe par l'enquête de l'ombre, ou dit autrement que la quête de soi nécessite un face-à-face avec ses blessures. Je vous laisse découvrir, je ne sais pas si vous êtes devant, je ne vais pas vous les lire, vous les avez à l'écran. Ce cher Boris Cyrulnik et sa résilience. Un de mes mentors, magnifique personnage, Carl Gustav Jung. Charlie Chaplin, qui était possiblement un sage. Et donc, la lumière, notre puissance, est à rechercher dans nos zones d'ombre. Le magnifique Khalil Gibran aussi. Tout ça, c'est très métaphorique. Hein. Accéder à la lumière en passant par la nuit. Et puis, cette prodigieuse citation de Carl Gustav, qui est pour moi le cœur de cette approche. Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Donc, c'est en soi. Sauf que bon, tout le monde n'a pas trop envie de le faire, parce que forcément est associé des petits démons, des petites ombres, on n'a pas envie de regarder ça. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter la dynamique alchimique de nos mots concrètement. Comment est-ce qu'on peut traduire ce qui nous embête? C'est la synthèse d'une façon un peu carrée de tout ce que je viens de vous raconter. On fait le focus sur ce qui ne va pas. Ça, c'est simple.
qu'est-ce qui nous ennuie, c'est quoi le défi, qu'est-ce qui nous importune, qu'est-ce qui nous afflige, qu'est-ce qui est insupportable, qu'est-ce qui nous attriste, toutes les émotions aiguës liées à des faits ou à des personnes. Tel personnage m'a fait ça. C'est toujours un reflet intéressant. J'ai rencontré, quand j'ai fait un voyage initiatique, j'emmenais un groupe de personnes en Inde il y a 3-4 ans. J'ai croisé un lama tibétain qui m'a dit, quand tu pointes ton doigt vers quelqu'un, sous-entendu pour le critiquer, il y a 3 doigts tournés vers toi. Et donc l'idée, c'est de considérer que ce désagrément, c'est un reflet de quelque chose qui est en soi. Et pour aller le découvrir, on va faire une incursion dans l'enfance. Là aussi, en tant que coach, l'idée, c'est pas forcément de s'étaler et de se larmoyer sur tout ce qui était passé. Là, on est plutôt dans le ressort de la thérapie, mais rien ne nous empêche de faire une petite incursion qui est assez intéressante parce que ça peut dénouer des choses par la compréhension que on n'est pas coupable, en fait. C'est pas de notre faute. Ce qui est de notre responsabilité, en revanche, c'est de le voir et de prendre la décision de le transformer. Mais si aujourd'hui, je suis victime encore et encore on va dire par exemple, d'abandon, ou que je me sens abandonnée ou rejetée, etc., il y a fort à parier que ce soit en analogie directe avec quelque chose que j'ai pu vivre enfant. Et on peut aussi accueillir les résonances émotionnelles qui elles viennent pendant la séance. Mais l'idée, c'est vraiment de faire la lumière sur l'ombre et de mettre des mots sur des mots. MOTS sur MAI. Parce que de tout ça, on va en déduire ce que j'appelle une blessure archétypale. Que je synthétise par archétype en clin d'œil à ce cher Jung, mais ce n'est pas la même chose de ce que dit Jung, c'est un peu autre chose. Mais en tout cas, c'est nommer la blessure, nommer ce qui vibre à l'intérieur de moi et qui m'importune encore et encore. Et une fois qu'on a fait cette première étape, de faire le focus sur l'ombre, de faire la lumière sur l'ombre, il n'y a plus qu'à transmuter l'ombre en lumière. Et donc, l'idée, c'est d'identifier les quêtes et les aptitudes, ce que j'appelle les talents et les moteurs. Les quêtes, vraiment ce qui nous porte dans la vie, ce qui nous meut, notre fibre, et les talents qui vont avec, en lien direct avec la blessure archétypale. Vous vous souvenez, c'est ça qu'on est venu chercher. Et donc, ces talents et ces moteurs, alors le moteur, c'est je veux, j'aime, c'est une passion, c'est parfois une vraie croisade, c'est un besoin, une envie. Elle n'est pas toujours identifiée. Parfois, on en a conscience, mais parfois, on ne sait pas parce que justement, la quête, elle est masquée et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Enfin, une de mes interprétations. Donc, les moteurs, c'est ce qui anime, ce qui propulse, ce qui nous met en mouvement. Et puis, le talent, c'est je sais, j'ai un don pour ça, j'ai une capacité, une aptitude, une facilité. Bien souvent, c'est inné et on n'en a pas conscience. Et donc, je vais aller les chercher à l'opposé de ce que j'ai vécu. Donc, si je vous rappelle, je vais peut-être apprendre le froid et le chaud, je vais un peu changer, mais moi, j'aime bien le mensonge. Je trouve que c'est hyper intéressant. Donc, si j'ai une blessure de mensonge parce qu'on m'a menti, par exemple, ou il y a eu du mensonge dans l'atmosphère de mon moule de départ, j'ai une blessure de mensonge. Et donc, forcément, je me mets en quête de l'opposé. Alors, ça peut être plein de choses, mais on va dire qu'en gros, c'est la vérité. Ou enlever les mensonges. L'opposé du mensonge, c'est pas de mensonge. D'authenticité, de naturel. On n'aime pas ce qui est faux. Et on a envie vraiment de quelque chose qui est vrai. Et puis la polarité positive, alors c'est souvent un peu plus touchy, un petit peu plus délicat, d'autant qu'il y a des blessures pour trouver la polarité positive, pour se de bonheur, parce que s'il s'agit d'abus sexuels ou de maltraitance sur les enfants, trouver le positif dans tout ça, c'est un peu délicat, mais on peut le faire. En tout cas, l'idée, c'est de considérer qu'il y a pour beaucoup de blessures, comme je vais reprendre le mensonge, puis on en reparlera tout à l'heure, c'est quelle pourrait être la polarité positive du mensonge, selon vous? En quoi le mensonge est intéressant? N'hésitez pas à prendre la parole si vous avez envie. Et après, on fera des exercices. Personne n'a une blessure de mensonge et qui verrait l'atout du mensonge?
Il peut protéger d'une vérité trop dure à accepter, Bien non? sûr, Ça peut bien être une sûr, protection. évidemment. Édulcorer la vérité quand c'est nécessaire avec beaucoup de bienveillance. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. Qui sait super bien mentir? Ou sait naviguer dans un univers où il y a du mensonge, sans porter de jugement? Les hommes politiques, par exemple. Si on n'est pas trop naïf, on se doute qu'il y a un peu de mensonge dans cet univers-là. Mais d'une façon plus sympathique, si je sais mentir, je sais jouer un rôle. Je sais jouer la comédie. Je sais inventer des histoires. C'est pas du vrai. Quelque part, c'est du mensonge. C'est-à-dire que ça ne correspond pas à la vérité. J'invente une histoire. Donc, j'ai une faculté à jouer avec quelque chose de l'ordre de l'imaginaire qui n'est pas du vrai. C'est juste un exemple. Si vous prenez l'abandon, par exemple, j'ai été victime d'abandon ou de rejet. C'est un peu, il y a de la nuance entre les deux. L'opposé, ça serait quoi? C'est la dépendance. L'opposé, tu dis? L'opposé de l'abandon. La dépendance? Non, c'est de trouver sa légitimité. Oui, par exemple. Mais là, l'idée, ça va être d'aller à l'opposé exact de l'abandon. Évidemment, il y a à chercher la légitimité derrière. Mais on va aller chercher vraiment le cœur du mot. Hein. On a trouvé les mots, maintenant on va chercher le juste mot. C'est-à-dire que... Pardon? L'adoption? Oui, bien sûr. L'opposé littéral de l'abandon, c'est le non-abandon. Donc, j'abandonne pas. Je veux pas que les gens soient abandonnés. Je vais accueillir, je vais intégrer, je vais inclure. Donc, l'adoption. L'abandon, c'est laisser de côté. Et donc, le contraire, c'est je rassemble ceux qui sont abandonnés, que ce soit des animaux, des objets, des personnes, ou à l'intérieur des personnes, ce qu'on abandonne comme part de soi-même, hein, si on est couche, par exemple. On a à cœur on n'abandonne pas. Et c'est aussi quelque part, si on joue avec les mots, c'est moi, j'abandonne pas. C'est-à-dire la persévérance. On va au bout des choses. Du moins, c'est ce qui nous est demandé. Si on ne le fait pas, c'est qu'il y a quelque chose à transmettre. Donc, et puis, alors, quel serait l'intérêt de la polarité positive de l'abandon? Le lâcher prise? Oui, bien sûr. Le courage? Le courage, oui, pourquoi pas, bien sûr. En quoi tu vois le lien, toi, entre le courage et l'abandon? Je me dis que abandonner, c'est un peu baisser les bras et le courage, c'est de retrouver la ressource pour continuer à avancer. Oui, d'accord, dans ce sens-là. Alors, si on est puriste, on dirait qu'on est à l'opposé à ce moment-là. J'abandonne pas, je suis tenace, j'ai du courage, j'ai de la persévérance. Là, la question, c'est la polarité positive du fait d'abandonner. En quoi abandonner peut être particulièrement profitable? La libération? On se libère? Bien sûr, bien sûr. On sait abandonner l'ancien qui plombe. Ouais. Faire abandonner aux autres aussi. Hein, parce que les moteurs et les talents qu'on a, c'est pas forcément que pour soi. Ils ont du sens dans notre vie sociale. Hein, vous vous souvenez, là, si j'ai été privée de liberté, j'ai à cœur d'œuvrer à la libération. C'est pas forcément que ma propre libération, c'est d'aider les autres à se libérer de quelque chose aussi. Donc c'est pareil pour toutes les blessures qu'on porte en soi. Et donc, quand on fait la somme, alors déjà, l'idée, hein, vous vous souvenez, c'est d'alchimiser. Je n'ai pas entendu. L'idée, c'est d'alchimiser nos polarités. Le but du jeu, hein, je sais que j'ai du froid lumineux et du chaud lumineux en moi, donc c'est de les exploiter, parce que si j'ai des bugs dans ma vie, c'est que c'est confiné à l'intérieur de moi et que je ne les exploite pas. Parce que si je suis déjà sur ma voie, je n'ai pas de problème. Si je suis dans ma juste lumière. Et si j'ai un problème, c'est justement pour m'inviter à exploiter cet or qui est en moi, ces talents et ces moteurs qui vont faire que je suis en cohérence avec mon choix d'incarnation. Et le but du jeu, donc, c'est de mettre en cohérence nos dualités dans leur version lumineuse. Il s'agit de détoxifier l'archétype, de voir sous sa version positive et de voir la version opposée dans sa version lumineuse également. Hein. C'est des talents
correspondent à de la lumière. Et donc, c'est d'alchimiser les deux. Il ne s'agit pas forcément de faire du tiède, mais comment je fais du froid, j'apporte, hein, pour reprendre la blessure de froid de façon métaphorique, comment je sais apporter du froid à ceux qui ont chaud. Je fais des sorbets pour les gens qui ont chaud, je fais des vêtements chauds pour les gens qui ont froid. Je marie les deux parce que je sais aller vers le froid. J'ai enlevé la toxicité du froid. Donc, j'aime aller au pôle Nord, par exemple. Je suis un expert du froid, où je sais faire des sorbets. J'ai enlevé la nature toxique qui m'empêche d'y aller. Et en même temps, j'aime le chaud. Et donc, j'apporte du chaud à ceux qui ont froid, etc. Et quand on fait la somme de nos blessures fondamentales, celles qu'on porte en nous, eh bien, ça correspond à là où on va être doué, là où on va aimer être. Donc, on sera dans le plaisir. Et ce que j'ai remarqué pour moi-même et pour d'autres, c'est qu'à ce moment-là, quand on sort notre pleine valeur ajoutée au monde, notre pleine puissance, il y a de la valeur qui arrive, quelle que soit la forme de la valeur. Ça peut être de l'argent selon les trébuchants, mais ça peut être de la valorisation de la part d'autrui. C'est mécanique, en fait. Vous vous souvenez la loi de la physique quantique? On attire à soi ce qu'on vibre. Donc, si je vibre, j'exploite pleinement ma valeur ajoutée au monde et je suis dans mon domaine de plaisir parce que je suis dans ma quête, dans mon besoin. À ce moment-là, la vie devient plaisir. Le travail, c'est pas forcément ce qu'on nous a appris. Le labeur, le tripalium, vraiment, ça donne dans nos inconscients collectifs la croyance que le travail, c'est terrible, alors que le travail, ça peut être que du bonheur. Donc voilà pour la substantifique moelle de cette approche. Alors je voulais vous dire aussi quelques petites choses. Je continue un petit peu avant qu'on passe à l'exercice parce que c'est super important. Donc en synthèse, les étapes du processus de transmutation du plomb en or, il y en a 2. On peut en voir 3. La première, vous vous souvenez, on fait la lumière sur l'ombre. On identifie la blessure de départ. Et donc, ça consiste à pétrir ce qui fait mal aujourd'hui, ce qui embête, et puis observer ce que nous portons à l'ombre de nous-mêmes comme blessure. Donc, c'est ça, les analogies avec l'enfance, ça correspond aux blessures qui sont imprégnées en nous et qui continuent à vibrer en mode reflet tous azimuts. Et donc, l'idée, c'est de le faire en simple observateur, si on peut, tout en accueillant les émotions associées. Forcément, les blessures, en général, c'est associé à des émotions qu'on les appelle colère, peur ou tristesse ou leur dérivé. Donc ça, c'est la première étape. Hein. On pétrit et on met des mots sur des mots, on nomme la blessure. Deuxième étape, c'est cette transmutation de la blessure en talent et en moteur. Et donc, on le fait en partie avec la tête. Hein, notre tête, notre mental, heureusement qu'il existe, il est super, c'est un magnifique yang. Donc, avec la tête, on peut enquêter sur les talents et sur les moteurs en réaction à la blessure archétypale. Et puis, là où c'est super important, et merci à Mosaïque, parce que c'est vraiment Mosaïque qui m'a mis sur cette voie, même si ça fait 20 ans que je travaille là-dessus, avec le corps et le cœur, les batteries tête, cœur, corps. Il y a un besoin impérieux de mettre en cohérence ce qu'on a compris et de le vivre, de l'incarner pleinement dans son cœur et dans ses tripes. Et donc là, l'enjeu, ça va être de se mettre en situation d'associer plaisir et sérénité avec l'archétype et à son opposé, là où avant, il y avait sans doute de la peur et de la souffrance. Pourquoi? A priori, tout ça, ça a l'air simpliste, et pourtant, évidemment, dans la réalité, c'est souvent un peu plus difficile. Notre moule d'enfance, pour partie, hein, nous, on se focus sur les ombres. Évidemment, dans notre moule d'enfance, il n'y a pas que des ombres, Dieu merci, il y a un panachage d'ombres et de lumière, de choses chouettes qui nous ont été transmises par nos parents et notre transgénération. Mais il y a aussi des poids, hein, des fameux bagages qui nous font transmettre. Et nous, on fait le focus là-dessus. Et donc, le moule de départ, quelque part, y est associé la protection des parents et puis quelque chose qui ressemble à de l'amour. Que l'amour soit maladroit, c'est une chose, mais en tout cas, c'est l'amour des parents et la sécurité qui est associée à ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer si on nous demande d'aller à l'opposé du moule d'enfance? Notre moule d'enfance, c'est notre zone de confort, c'est notre croyance que c'est sécuritaire. Et donc, aller à l'opposé, nécessairement, c'est inconfortable et insécure. Il y a une croyance de danger et de risque.
Et donc, bien souvent, on n'y va pas. On a envie d'y aller, mais on trouve tous les alibis du monde pour ne pas y aller. C'est ce qui explique que certains de nos clients, ils prennent des bons engagements, puis au moment de passer à l'acte, bah non, finalement, ils vont pas aller. Ou nous, maintenant. Quant à la polarité positive de notre blessure archétypale, bah, il y a accolé un ancrage que ça fait mal. Donc, non, on n'a pas trop envie d'y aller. Et pourtant, ça revient encore et encore. C'est ce qui explique que bah, on reste un peu notre zone de confort et qu'on ne va pas dans notre fameux changement là où est censé se situer notre cœur. Et pourtant, voilà schématiquement comment ça se passe. Notre champ des possibles, en fait, il est réduit parce qu'on a des croyances limitantes liées à la structure psychique, liées à ce qu'on a vécu enfant. D'un côté, on a peur d'y aller parce que c'est à l'opposé de ce qu'on connaît. En fait, ce qui se passe, c'est que quelque part, notre inconscient, une part de nous, on préfère ce qu'on connaît, quitte à ce que ça fasse mal, plutôt que ce qu'on ne connaît pas, en fait, parce que ça fait peur. On a tendance à préférer le connu qui fait mal à l'inconnu qui fait peur. Donc, on va ni dans l'un, ni dans l'autre. Ou du moins, pas toujours. Il y a des choses sur lesquelles on n'y va pas quand c'est particulièrement aigu. Alors que si on désactive ces croyances limitantes, en expérimentant, en prenant conscience que c'était vrai un temps, mais ça ne l'est plus aujourd'hui, à ce moment-là, en mettant son cœur et son corps en action, on crée un nouvel ancrage, un nouvel engrammage, et que là où avant, j'étais mal avec le mensonge, ben je peux m'amuser avec. Là où j'étais mal avec l'abandon, je peux faire des merveilles à condition d'avoir polarisé positivement la notion de mensonge dans ma tête, dans mon cœur et dans mon corps. Et c'est ça qui ouvre le champ des possibles. Voilà. En gros, la substantifique moelle de ce que je voulais vous dire. Alors, ce que je vous propose, on fera ça après, ça serait, si vous avez, l'idée c'est qu'on se garde 40 bonnes minutes pour les exercices, hein, je vais vous proposer de goûter à ça. Mais donc, je vous propose une petite dizaine de questions-réponses, si vous en avez envie, pour répondre à des questions brûlantes ou partager ce que vous avez à partager après ce tour d'horizon de cette approche alchimique de la vie et pourquoi pas de la façon dont on a accompagné nous-mêmes et nos clients. Pas de questions? Je suis sûre que si. Je suis sûre que vous avez des questions. Ça peut pas. C'est pas possible que vous en ayez pas. Peut-être que je vous ai étourdi avec tous mes trucs. Michaela, t'as pas de questions, toi? Tu es toujours là? Moi, j'ai une question. Attends, je vais peut-être mettre la caméra. Quand tu parlais de sécurité de l'enfance, est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Parce qu'il y a des gens qui ont vécu une insécurité dans l'enfance. Donc, quels sont leurs repères dans ces cas-là? On est bien d'accord. On est bien d'accord. En fait, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il y a une croyance de sécurité. Parce que pour tous les enfants du monde, les parents, ça va être la protection et ça va être l'amour. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une super question, Catherine. Qu'est-ce qui se passe? C'est justement dans le monde familial, il y a de l'insécurité. Là, c'est hyper intéressant. Parce que du coup, on a associé la notion d'insécurité à de la sécurité. Oui. Et donc, on va se sentir en sécurité dans les zones insécures si on voit la polarité positive du sujet. C'est-à-dire, ça peut donner... Qu'est-ce que ça pourrait donner pour toi, se sentir en sécurité là où il y a de l'insécurité et du danger? Alors, je ne sais pas si je comprends le sens de ta question, mais dans un modèle de croyance, ça peut être vivre en sécurité dans un monde de violence ou verbale, et ils pensent que c'est ça la sécurité. Et en fait, à l'âge adulte, ils se rendent compte que ce n'est pas ça et ça va être l'inverse en fait. Parce qu'ils ont vécu ça et que pour eux, c'était la sécurité d'être dans ce monde-là un peu
je sais pas, je pense à ça, ou dans des rapports, oui, de violence ou d'agressivité, ou je sais pas. Ou... Bien sûr, mais là, si on va chercher la polarité opposée de la violence, de l'insécurité, du danger, ça donne quoi? La quête opposée. Eh ben, la quête opposée, ça serait de retrouver une protection, de retrouver une douceur, hein, quelque chose Bien comme sûr. ça. Ça peut être ça. Toi, tu vois ça avec ton prisme par rapport à ta sensibilité, ton vécu. Pour d'autres personnes, ça peut être autre chose. Quand on pose la question aux clients, il y en a d'autres qui vont dire autre chose. Par exemple, je ne sais pas, je recherche l'harmonie. Voilà, l'harmonie entre les gens, l'harmonie des couleurs, ou que sais-je. Et donc ça, c'est pour l'opposé. Et la polarité positive de l'insécurité et sécure, qu'est-ce que ça pourrait donner? Je peux vous donner un exemple? Ouais. Parce que ça me parle, ce que vous dites. En fait, j'ai un client qui a connu violence et insécurité dans l'enfance et qui est devenu garde du corps. Voilà. Passionnant. Super bel exemple. Les journalistes qui vont en zone de guerre, les pompiers, les policiers. J'avais un client l'autre jour qui avait ça de façon très féroce parce qu'il y avait de l'insécurité à l'extérieur. Il est né pendant la guerre d'Algérie et à l'intérieur parce que le couple de ses parents était en conflit. Donc lui, il était en insécurité et en violence partout. Lui, il s'est baladé un jour dans une cité où il y a de la violence et puis spontanément, sans qu'il fasse rien, il tutoyait les caïds et tout ça, et les gens de la cité, qui étaient patibulaires, on va dire, hein, dans leur approche. Et il a dénoué le truc parce qu'il était à l'aise avec l'insécurité. C'était sa zone de confort. Donc, il y a des moyens, dans des situations même compliquées, de vivre ça. Effectivement, il y a vraiment des enfants qui sont terribles, mais l'idée, c'est de prendre du recul et se dire si. Alors, après, c'est moi ce que j'ai puisé, on n'est pas obligé de voir les choses d'une manière spirituelle, mais si son âme a décidé de s'incarner dans cette famille-là, c'est pour aller chercher des moteurs et des talents en lien avec ce qu'il a vécu. Pour vous donner un exemple, moi, je suis née dans une famille où j'avais un grand frère hyper handicapé. Donc, je suis née avec la notion de handicap très fort en moi. Et j'ai perçu assez vite que derrière le handicap, il y a du génie. Donc, c'est aussi une métaphore que derrière nos épreuves, derrière la partie émergée de l'iceberg, il peut y avoir quelque chose de magnifique. Mais moi, je n'ai pas envie d'aller m'occuper de personnes handicapées. J'ai trop donné pour ça. Mais je le fais d'une manière métaphorique en m'occupant de ce qui handicape les gens, par exemple. Donc, parce que j'ai une familiarité avec le handicap, je sais le voir. J'ai cette espèce d'œil spontané, j'ai aucun mérite parce que j'ai cette familiarité. Je suis docteur S handicap, quelque part, à ma manière. Et on peut être docteur S imposture, docteur S violence, docteur S féminin voilé, parce qu'on le connaît très bien et on sait être en symbiose et en empathie avec des gens comme ça, on sait le détecter et les aider à transformer et à blesser ça, à dénouer ça. C'est un peu cette citation de Karen Berg que je vous offrirai tout à l'heure, qui est magnifique. Je l'ai perdu là. Karen Berg, c'est la première femme qui a étudié la Kabbale. Et elle dit cette phrase que je trouve magnifique et je trouve qu'elle est très à propos pour les coachs et les accompagnants en général. Quand on comprend que les épreuves difficiles qu'on a traversées sont un moyen d'aider d'autres personnes en situation similaire, cela transforme la souffrance en cadeau. Magnifique, n'est-ce pas? C'est un peu ça. Les souffrances qu'on va traverser, en fait, elles sont là pour nous faire grandir, évoluer en conscience, mais aussi dans notre vie sociale, dans notre vie sociale, surtout si on est coach. Alors, pas que si on est coach, c'est vrai pour tout le monde, mais ça nous donne une fibre pour accompagner justement, et ça dessine aussi notre singularité. En fonction des blessures qu'on a eues, les personnes qu'on va attirer à soi comme clients, si on a fait le communion, c'est la transformation de nos blessures, ça va affiner notre singularité de coach et on va faire par une loi d'attraction qui est naturelle. Si on a osé le mettre, ça va vibrer. Et donc, du coup, il y a des clients qui vont venir à soi qui correspondent à notre talent, là où on va être doué et là où ça nous plaît. Si on a été victime d'abus sexuels, d'une façon métaphorique, on va avoir un lien très fort d'abus du féminin. On va avoir un lien très fort avec des personnes qui ont vécu quelque chose d'analogue. Et donc, on va avoir une espèce de tact pour les aider, les accompagner.
Alors, du coup, moi, ma question, ça serait si on a vécu, si on a vécu en sécurité, dans la lumière, avec de l'amour, etc. En vous écoutant, je me dis presque, bah mince, dommage, quoi, parce que je ne vais pas avoir de talent, quoi. Donc, voilà, ça me gêne presque en me disant, voilà, si je n'ai pas été blessée, qu'est-ce que je peux apporter à l'autre, quoi. Voilà. Ouais, c'est une super belle question. Alors, il y a des personnes qui ne se souviennent absolument pas de blessures et pourtant, inconsciemment, il y a des distorsions. Il suffit de regarder le monde autour de soi. S'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, voire qui nous importune, c'est que ça vient titiller une blessure. Mais on a pu faire un blackout dessus. Et souvent, on ne s'en souvient pas. Et quelquefois, c'est des choses très anodines. C'est les petits, ils ne vont pas avec les grands à table. Et les petits, il a peut-être envie d'aller avec les grands. Du coup, les petits, ils valent moins bien que les grands. Ça peut être de toutes petites choses, mais qui créent une espèce de distorsion à l'intérieur et qui se voit. Si par exemple, c'est non, on fait d'abord ce devoir et ensuite le plaisir. D'abord, c'est le devoir et ensuite le plaisir. Là, ça crée une dichotomie que les devoirs, c'est hyper important et que le plaisir, bon, c'est après si on a le temps. Et donc, ça modélise notre rapport au monde et aux autres. Et si c'est OK par rapport à ce qu'on a à vivre, tout va bien. Mais si on a des soucis à ce sujet dans notre environnement, c'est l'indicateur qu'il y a quelque chose à aller retrouver dans notre mémoire. Bon, après, moi, je vous donne la substantifique moelle. C'est vrai que dans les faits, c'est plus complexe et que parfois, ce n'est pas forcément ce qu'on a vécu, c'est ce qu'ont vécu notre grand-mère ou notre arrière-grand-mère. Parfois, c'est ce qui s'est produit au moment de la naissance. Et voilà, là, pour faire court, vous vous doutez bien qu'en juste un peu plus d'une heure, je ne peux pas tout vous livrer. Mais il y a souvent, et c'est le problème, à mon avis, un des problèmes numéro un, et c'est un des cœurs, et c'est comme ça que j'ai écrit mon livre, et parce que j'ai bien connu ça, pour moi, j'avais une enfance merveilleuse. Mais en fait, j'avais simplement mis un couvercle sur mes émotions, parce que je n'avais pas le droit de me plaindre, parce que je ne pouvais pas me plaindre, parce que j'avais quelqu'un qui est à côté de moi qui devait se plaindre plus que moi. Mais pour moi, ce n'était pas un problème, c'était normal. Par contre, quand j'ai commencé à être très énervée par les gens qui se plaignaient tout le temps, là, je me suis dit, oups, il y a anguille sous roche. Et qu'à l'intérieur de moi, sans doute, il y a une plainte qui n'est pas accueillie. Et cette plainte, en toute objectivité, c'était que je n'étais pas au centre de l'attention et que j'étais dans l'ombre de mon frère. Ce qui m'a donné une expertise de l'ombre, avec une quête d'être en lumière, qui a été super long pour moi, parce que j'ai fait mon coming out assez tard, parce que la lumière, c'était horrible pour moi, mais je ne pouvais pas vous raconter comment c'était juste trop dur d'oser être au centre de l'attention, parce que c'était culpabilisant. Donc, c'est pas grand-chose. Je n'ai pas vécu de drame épouvantable. Il y a heureusement beaucoup d'entre nous qui n'ont pas vécu de drame épouvantable. Mais il y a des distorsions qui créent des choses, et c'est ça qu'on va aller chercher. Je voulais intervenir sur un sujet qui me passionne, qui est bien évidemment celui de la spiritualité. Et en tant que coach, il y a quelque chose qui est toujours l'exploration de la frontière, en fait. Pourquoi? Parce que j'ai la conviction que tout est spirituel d'une certaine manière et que même si on n'a pas une demande d'une entreprise qui demande, par exemple, à devenir spirituel, il y a quand même de la spiritualité dans l'entreprise, quelle que soit la réalité dans laquelle les uns et les autres peuvent évoluer. Donc, du coup, ma question est plutôt dans le rapport entre le client et le coach par rapport à ce qui relèverait donc de permission et de protection réciproque pour pouvoir rentrer dans la puissance justement à laquelle cette proposition nous invite, que je trouve très, très intéressante. Et je me dis, tiens, voilà, sur le plan du contrat, en fait, entre le coach et son client, quelles sont les protections qu'on peut se poser et vraiment réciproquement? Je vais prendre ma casquette de coach. Tu ferais quoi, toi? Comment? Je dis, je prends ma casquette de coach. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Mais je pense que la question, c'est la protection réciproque. Moi, je poserais quelque chose dans cet ordre-là parce qu'on va impacter des choses qui nécessairement peuvent être extrêmement bouleversantes, quoi. Alors, c'est ce qu'on recherche dans les changements, et particulièrement les changements de type 2. Maintenant, sur le plan de la spiritualité, on est quand même sur un terrain sur lequel il y a une hyper-vigilance à avoir parce qu'on ne sait pas toujours la réalité de ce qui est sous-jacent. Mais avant la protection,
qu'est-ce que tu fais comme pacte avec ton client? Tu vois, la question est là. La question, c'est sur l'éthique. Elle est sur l'éthique. Pour Oui. moi, elle est sur l'éthique. Il y a l'éthique en général du coaching, la déontologie du coach et tout ça. Et puis, il y a le pacte que tu fais avec ton client. Pour partager, en fait, moi, la chance que j'ai, c'est que j'annonce la couleur dès le départ et que c'est l'outil essentiel que j'utilise. Et donc, les gens qui sont intéressés, ils viennent. Ceux qui ne sont pas intéressés, ils ne viennent pas. Si tu es déjà avec parce que les choses sont claires à l'avance. Voilà moi comment je fonctionne. Et donc, tout le monde n'est pas intéressé pour aller voir profondément dans ses ombres et puis voir les choses de la manière avec laquelle je vous les partage. Mais parce qu'on est tous différents et qu'il y a des gens, ça ne va pas être OK pour eux de voir ça comme ça. Mais ceux qui sont OK, ils vont venir à toi. Et puis, si tu es déjà embarqué avec un client et que tu as envie de lui faire goûter à ça, hein, quelle est la première chose à faire selon toi? Bah, de toute façon, on est dans la liberté de proposer et de la liberté d'accepter. Exactement. Ou pas. Ou pas. Exactement. Exactement. Par rapport à la demande du client, ce que tu pressens, qu'est-ce que tu lui proposes? J'ai envie de te proposer quelque chose qui implique ça et ça. Est-ce que c'est OK pour toi ou pas? Enfin, tu vois, tout simplement ce qu'on fait habituellement avec les personnes qu'on accompagne. Jusqu'où elles ont envie d'aller, quelle est leur demande? Demander leur autorisation, leur proposer et voir comment elles réagissent. Ça va pour toi comme élément de réponse? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est passionnant. Je trouve ça passionnant. Bon, comme j'ai à cœur, j'imagine qu'il y a des questions, mais j'ai à cœur de vous faire goûter la chose. J'ai un petit mot de Michel Canelas qui me dit qu'il faudrait finir vers 19h30 ou 45. Bon, alors ce que je vous propose, on va y goûter, ça va être un petit tour hyper rapide et on va aller dans le sens inverse de ce que je propose habituellement en coaching, c'est-à-dire que en coaching, alors je vais partager mon écran. Toc, toc, toc. Dans le coaching, on ne demande pas aux gens de choisir une blessure, évidemment, et puis on extrapole à partir de là. On fait l'inverse. Hein, c'est quoi le problème? Et on en déduit une blessure archétypale. Là, j'ai retranscrit une trentaine de blessures parmi celles qu'on retrouve le plus souvent chez les gens. Parfois, c'est à affiner, c'est dédirigé, mais en gros, c'est des blessures typiques. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, hein, parce que chaque personne va avoir sa blessure précise. Et donc là, je vais vous proposer d'y goûter. En choisissant, parmi les mots qui sont là, une blessure qui vous parle le plus. Donc, je vous laisse un petit instant. Parfois, il peut y avoir l'embarras du choix. Peut-être qu'il y a une blessure de choix. Choisissez celle qui vous frappe l'œil, hein, instinctivement, spontanément. Celle qui est là avec le jeu de couleurs, celle qui est venue à vous spontanément. Peut-être la peut-être du sens. Donc, je vous laisse encore un court instant. Allez, je vous laisse encore 10 secondes. Bon. Alors maintenant, je vais vous proposer de faire un travail en sous-groupe. Ça va être vraiment olé, hein, parce que normalement, on va dire, il faudrait 1 heure pour faire ce travail-là et je vais vous donner, on va dire, une douzaine de minutes. Donc, ça va être vraiment tout de suite. Mais avec la personne qui sera votre binôme ou votre trinôme, vous allez faire le tour de la façon dont cette blessure archétypale rayonne dans votre vie. En quoi ça vous met en colère, en quoi ça vous provoque de la tristesse, en quoi ça vous fait peur. Allez directement à l'essentiel parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et puis de regarder quels sont les reflets, hein, où ça se passe. Hein. Est-ce que c'est les autres? Est-ce que c'est ce qui se passe dans la société? Surtout en ce moment, parce que les blessures en ce moment, elles sont particulièrement exacerbées avec la crise sanitaire. Est-ce que c'est nous-mêmes, on a des défauts à ce sujet, ou est-ce qu'on se l'inflige à soi-même? Comment rayonne cette blessure à l'extérieur de vous et en vous? Parce qu'on se l'inflige souvent à soi-même, la blessure archétypale. Et puis éventuellement, voyez la récurrence. L'idée, évidemment, plus une blessure est demandée à être transmettée, plus l'émotion associée est vive et plus c'est fréquent. Et puis, allez voir rapidement si ça fait écho à quelque chose que vous avez vécu enfant, quelque chose d'analogue.
soit c'est vous qui avez été victime de ça et vous avez aussi pu le vivre, l'observer autour de vous. Hein, parce que parfois, on a pu être choqué, non pas parce qu'on a vécu, mais parce qu'on a vu. Si on a vu, par exemple, un accident de la route avec quelqu'un qui est mort à côté de soi, bah, forcément, c'est impactant. On n'est pas victime du sujet, mais ça a pu nous imprégner très fort. Donc, faites ce tour-là pour faire la lumière sur l'ombre, pétrir votre blessure archétypale, pour voir sa ramification et d'où ça vient. Et puis, dans un deuxième temps, observez ce que vous pourriez avoir comme talent et moteur. Théoriquement, on a déjà transmuté une bonne partie de nos blessures. Et donc, l'idée, c'est d'identifier les aptitudes et les quêtes que je porte en moi de façon avérée ou latente. Donc, d'objectiver, de constater ce qu'on a déjà développé comme envie, comme quête et comme aptitude, mais aussi, parce que si le bug est là, c'est que c'est soit à intensifier, à aller plus loin, soit à déployer dans de nouvelles directions. Et donc là, de faire un petit travail d'imagination à plusieurs, en co-créant, de quelle manière on pourrait aller à l'opposé de la blessure, quelle forme ça pourrait prendre. Hein. Soyez littéral, hein. Vous vous souvenez, l'idéal, c'est de mettre, si j'ai rejet, c'est non-rejet. Puis derrière, il y a inclusion et tout ça. Et soyez vraiment sur le mot, parce que c'est très facile d'aller dans le respect, dans l'amour, dans ce qu'on veut. Allez vraiment rester sur le mot, soyez précis avec le mot. Hein. Ce qui est mensonge, c'est non-mensonge. Si j'ai abus de pouvoir, c'est non-abus de pouvoir. Ou c'est une autorité qui n'abuse pas de son pouvoir. Et puis, allez regarder aussi du côté de la polarité positive, hein, en essayant de trouver, d'être neutre sur la texture de l'énergie de votre blessure et de voir où on peut trouver de l'intérêt à ça. Et éventuellement, quelle acuité j'ai à les percevoir parce que j'ai une familiarité, une expertise avec elles. Voilà, donc j'aurais bien aimé vous donner un petit peu plus que 12 minutes. On va dire qu'on va aller jusqu'à 45 et on fera un rapide débrief derrière. Donc je vais vous mettre par groupe de 3. J'aurais bien aimé vous mettre par groupe de 2, mais s'il y en a parmi vous qui doivent partir, je serais embêtée s'il y en avait qui resteraient seuls. Donc je vais quand même vous mettre par groupe de 2. Et puis, s'il y en a qui doivent partir, je veillerai à ce qu'il n'y ait personne qui soit seul dans les groupes. Et je passerai parmi vous. À tout à l'heure. Ça va tout le monde? Je suis désolée, je n'ai pas pu aller dans toutes les salles. J'ai dû aller dans 4 ou 5. Et je n'ai pas eu le temps d'aller rendre visite à tout le monde. Les gens reviennent petit à petit. Ça vous a plu de goûter à l'alchimie? Oui, c'était super. On a eu de très beaux échanges. Ouais. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous faire goûter de façon un petit peu plus approfondie, mais il me tenait à cœur que vous puissiez au moins y goûter un peu, que ça vous aiguillonne là, au moins si ce partage qui me tient à cœur et qui me passionne a permis de vous faire changer de regard un peu sur les difficultés que nous rencontrons à titre perso. Et puis, là, il y a quelque chose d'hyper intéressant qui se passe aussi dans le monde, hein, qu'on peut décrypter d'une manière allégorique de plein de façons différentes en fonction de là où ça vient nous chercher. Hein, les masques, qu'est-ce qu'on a à démasquer, le confinement, qu'est-ce qu'on a à déconfiner, le couvre-feu, quel feu on a couvert, le vaccin évidemment, les divisions que ça crée autour de ça, quelles blessures de division ça vient nous chercher où. Si on est seul contre tous sur une position, qu'est-ce que ça dit de notre rapport au groupe, où on se sent en marge du groupe, hein, tout ça, ça vient nous chercher comme si la situation actuelle, en fait, elle était un exhausteur de nos blessures. On est vraiment demandé à se confiner en nous-mêmes, à regarder dans notre ombre pour aller regarder quelles sont les blessures. Et ça préfigure une magnifique métamorphose individuelle et bien sûr collective. Hein. Le monde est en train de se transformer. Et mon interprétation, c'est que je parlais au début de ce yang qui est en domination du yin de plein de manières différentes sur la planète. Hein. Le yang, c'est le masculin, c'est la matière dans le sens matérialité, ce qui brille, ce qui paraît, etc. Et les ombres, c'est nos zones d'ombre. C'est qu'est-ce qu'on a à aller chercher à l'intérieur de nous. C'est notre terre, notre féminin sacré.
Donc, mon interprétation, que ce qui se passe en ce moment nous invite à oser faire le coming out de notre puissance de l'ombre, de notre pouvoir de l'ombre, qu'on a laissé enfermer à l'intérieur de soi. Ça nous invite vraiment à oser pleinement qui on est pour nous mettre dans notre pleine puissance. Je ne voudrais pas exploser l'heure parce qu'il y a une promesse quand même de rester 2 heures. Est-ce que vous avez envie d'un dernier partage avant de nous quitter? Quelque chose qui vous a marqué, que vous avez envie de dire aux autres? Moi, ce que j'ai envie de partager de l'expérience que j'ai vécue avec Daniel, c'est que finalement, le fait d'aller explorer comme ça comment nos blessures, on a su les transformer en talent, en richesse, enfin voilà, comment on a transformé ce plomb en or. Pour moi, ça ouvre aussi une voie vers le pardon de ce qui a provoqué ces blessures, en fait, et du coup, une voie nouvelle vers l'acceptation aussi. Donc voilà, je trouvais ça intéressant. C'est ce que j'avais envie de partager. Bien sûr, bien sûr. Et l'étape d'après, c'est ce que fait la tradition Ho'oponopono, c'est-à-dire c'est la gratitude. Parce que dans cette philosophie-là, on a choisi son désir d'incarnation. Donc, on a déjà choisi à l'avance les alliés qui vont nous aider à nous y mettre dans le moule de départ, et on le rappelle si on n'y est pas déjà. Et donc, pardonner, c'est déjà une magnifique énergie du cœur qui va rayonner le pardon et libérer une belle énergie et donc attirer une belle énergie. Mais si on est dans la gratitude, alors là, c'est encore plus puissant. Mais quelquefois, il y a un pas pour avoir de la gratitude pour nos ennemis ou ce qui nous ont fait du mal. Quelquefois, il y a un petit chemin. D'autres partages? Non, rien de particulier. Bon, bah écoutez, je vais vous remercier d'avoir été assidus jusqu'au bout, de ne pas avoir abandonné en cours de route, parce que c'était un petit peu long. En tout cas, moi, j'ai toujours plaisir de partager ça. Voilà, donc ça me tenait à cœur de partager ça avec les coachs. Et puis, sachez que si vous avez envie d'aller plus loin, il me tient à cœur de répondre à des demandes de coachs qui ont envie de se former à cette approche. Donc, si un jour ça fait sens pour vous, vous verrez. Et en tout cas, c'est pour moi, si on fait l'impasse de l'ombre, on fait l'impasse de l'harmonie de l'ombre et de la lumière. Et ton livre, parce que du coup, moi, ça me donne envie de lire ton livre. Ah oui. Alors, le premier livre, on peut dire, il est moyennement intéressant parce que ça parle de ma vie privée et comment j'en suis arrivée, en fait, à décrypter toutes mes blessures et là où j'en suis. Et celui qui va sortir, alors il s'appelle L'effet Chrysalide, le premier, il est sorti il y a 8 ans. D'accord. L'effet Chrysalide, et celui qui va sortir là, qui est préfacé par Daniel Darmouni. Normalement, c'est le 14 janvier. Il faut être encore un peu patient. Je suis en train de faire les retouches finales de la correctrice. Là. Voilà. Donc, on ne sait même pas encore comment il va s'appeler. C'est le pouvoir de l'ombre, le secret sacré de la transmutation des ombres en lumière, transformer ce qui nous prend en trésor. Bref. Et là, ce sera plus la méthodo, c'est ça C'est la méthodo. C'est le descriptif de ce que j'ai puisé dans les sages essentiels, dans la physique quantique et dans l'exploration de l'âme humaine et tout ça. L'explicitation en détail de la méthode pour pouvoir se l'appliquer à soi-même. Avec des exemples de planches. Là, par exemple, il y a des planches sur toutes les possibilités, enfin, pas toutes, mais une partie des possibilités sur si on a une blessure de mensonge, de trahison, de non-reconnaissance, de dévalorisation, etc. Ben, un tableau qui dit, ben voilà les talents potentiels, voilà les moteurs potentiels. C'est juste une source d'inspiration parce que c'est forcément pas exhaustif, mais au moins, ça permet de se dire, ah, mais oui, j'ai vécu la comparaison et donc, je sais, moi, la comparaison, je sais faire des comparaisons, des analogies, des métaphores. Moi, je connais, moi, la comparaison. Parce que vous avez compris, les métaphores, ça me connaît. Et donc, ça peut créer des petits eureka comme ça. Donc, il y aura 22 planches, comme les 22 arcanes du tarot majeurs. Ce que je voulais partager aussi, c'est que ça m'a fait penser au pouvoir de la vulnérabilité. Aller dans son ombre. Exactement. Alors, c'est un autre genre, mais ça se rejoint quand même pas mal. Ça revient, ça. C'est quand on ose
voir toute la richesse de nos vulnérabilités. On peut le savoir théoriquement, nos vulnérabilités, c'est nos ressources, oui. Mais l'expérimenter soi-même et se rendre compte que ce qui nous blesse le plus, là où on est fragile, c'est là où on va être doué finalement, parce qu'on a un vrai talent, une vraie habileté avec ça, et qui est une vraie puissance. Là, quand on comprend, quand on l'expérimente soi-même, on a vraiment l'expérience que nos vulnérabilités, c'est... En fait, les vulnérabilités, c'est les émotions. Donc, c'est l'eau dans la symbolique universelle. Et l'eau, c'est une force motrice. Et la symbolique que j'aime bien dire, c'est celle de Yu le Grand, qui est un personnage mythique en Chine, mais semblerait-il qu'il aurait vraiment existé. Il y avait un problème en Chine, c'est les fleuves qui étaient complètement dingues, qui étaient hyper puissants et qui partaient, qui faisaient des inondations. Et donc, que faisaient spontanément les gens? Métaphoriquement, ils mettaient des barricades. On met des barricades, des sacs de sable. On empêche que l'eau passe. Vous voyez la métaphore par rapport à notre vulnérabilité, nos émotions? Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, ça déborde, ça redouble de puissance et ça fait encore plus de dégâts. Et le petit malin de Yu le Grand, lui, s'est dit, mais c'est idiot d'aller contre nature. On va aller dans son sens. Et donc, il a creusé le lit des rivières pour faciliter le fait que l'eau... Et l'eau, ils en sont servis comme irrigation, en creusant des canaux. Et l'eau, elle a pu s'évacuer jusqu'à la mer. Et donc, en allant dans le sens de la nature, dans le sens de nos vulnérabilités, dans le sens de nos émotions, de ce qu'elles ont à nous dire, c'est là que va germer la puissance et l'utilité pour soi et pour les autres. Elle est belle, cette métaphore. Merci. Bon, il est 19h59. Je vais être pile poil sur le cadre. Désolée s'il y a des questions en rentrée. Mais si ça vous dit d'aller plus loin, vous avez mes coordonnées, l'adresse sur mon site, etc. Essayez d'y goûter pour vous-même en replay. Vous verrez que ça peut faire des jolies petites étincelles. Merci, en tout cas, c'était vraiment super, passionnant. Ouais, bravo. Merci. J'ai hâte de lire le livre. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir les supports ou c'est pas possible? Ah ouais. Si, je vais les envoyer à Mosaïque, oui, bien sûr. Je vous envoie. Génial, merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Belle soirée à vous, belle nuit, bon appétit. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt peut-être. Au revoir.